Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour cet atelier dont le but est de vous présenter différentes options de carrière dans le milieu du développement, des options de carrière en dehors du milieu universitaire et d'essayer de comprendre ensemble quelles sont les différences les plus importantes entre ces carrières, ces milieux professionnels-là et le milieu universitaire. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très rapidement. Je m'appelle Basile, je travaille à l'EADI à Bonn en Allemagne. L'EADI, c'est l'acronyme anglais pour l'Association européenne des instituts de recherche et de formation en matière de développement. Et je viens moi-même du milieu universitaire, je suis économiste agricole de formation. Et je travaille aujourd'hui donc à l'EADI au secrétariat à maximiser la visibilité des études de développement à travers l'organisation, donc co-organisation d'événements comme celui-ci ou à travers l'organisation de conférences, de séminaires, à la fois en présentiel, en ligne, etc. Donc pour cette session aujourd'hui, nous allons commencer par une très brève présentation du réseau et des activités qui peuvent vous intéresser en tant que jeune chercheur. Et ensuite, nous discuterons avec nos trois intervenants de leurs expériences professionnelles en dehors du milieu universitaire. Donc avant de faire la présentation, je vais d'abord brièvement vous présenter donc, nos intervenants d'aujourd'hui. Donc d'abord Marion Dojar. Marion, bonjour. Vous êtes docteur de l'Université Sorbonne Nouvelle en géographie et en développement durable de l'Université de Brasilia. Et vous êtes spécialiste du Brésil. Vous travaillez aujourd'hui pour l'ONG GRET ici à Paris en tant que responsable de projet sur des questions de ressources naturelles et de protection des ressources naturelles. Et vous êtes également chercheuse associée au Centre de recherche et de documentation des Amériques à l'Université à Paris, ici et à l'Université de Brasilia, et chargée d'un cours de master à l'Université Paris 13. Donc merci à vous d'avoir pris le temps d'être là aujourd'hui. Florian Fontrier, bonjour. Donc vous êtes diplômé en histoire moderne de l'Afrique, spécialiste sur la Corne de l'Afrique, et vous intéressez notamment aux questions liées à l'urbanisme, à l'islam et aux sociétés nomades en Afrique de l'Est. Vous êtes employé dans la fonction publique, donc dans l'OFPRA, qui est l'acronyme pour l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Donc merci à vous. Et Bakary Traoré, bonjour. Vous êtes économiste et chef adjoint du bureau Afrique du Centre de développement de l'OCDE, qui est par ailleurs membre du réseau EADI. Et vous êtes actuellement en charge de coordonner la plateforme conjointe OCDE Union africaine sur l'investissement et la transformation productive en Afrique. Avant de rejoindre l'OCDE, vous avez également été enseignant chargé de TD à l'Université Paris-Versailles et chercheur junior au GEMDEV. Donc merci encore à vous trois d'être là aujourd'hui. Et je vais d'abord brièvement vous présenter donc, les activités du réseau EADI qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc d'abord une brève présentation du réseau en soi. Nous avons environ 120 membres institutionnels, donc qui peuvent être soit des centres de recherche, des facultés, des départements, parfois des think tanks aussi comme l'IDRI, ainsi que des agences comme l'AFD. Donc dans le cas de l'AFD ou du centre de l'OCDE, en l'occurrence, ce sont des membres dits affiliés. Et en France, les membres institutionnels sont le CERDI à Clermont, et ensuite à Paris, le GEMDEV, l'IDRI, l'OCDE, le Centre de développement de l'OCDE, donc l'IDES et l'AFD. Vous pouvez aussi être membre non institutionnel, donc à titre privé, en tant que chercheur ou chercheuse, si vous travaillez dans une institution qui, elle, n'est pas membre institutionnel de l'AFD, il y a toujours la possibilité d'être membre à titre personnel. Et j'ajoute que pour les étudiants, notamment en doctorat, c'est gratuit d'être membre, il n'y a pas besoin de payer une cotisation. Les objectifs ensuite du réseau de l'EADI, en fait, c'est un réseau qui fédère à l'échelle européenne donc les instituts de développement, où le terme de développement est pris vraiment au sens large. Et l'idée, c'est d'encourager le dialogue universitaire donc à l'échelle européenne, mais aussi d'établir des liens institutionnels avec de nombreux partenaires dans les pays du Sud. D'un point de vue de la recherche, nous essayons aussi toujours de promouvoir les projets interdisciplinaires et aussi d'un point de vue plus stratégique de créer un espace de réflexion stratégique sur l'évolution de la discipline et la pratique du développement, à la fois en milieu académique, mais aussi en milieu donc de policy research, donc en milieu appliqué, où nous réfléchissons à l'évolution de la discipline et aux grands enjeux qui structurent en fait les évolutions du champ. Peut-être moins intéressant ici pour les jeunes chercheurs, mais c'est aussi bon à savoir que l'EADI a un système d'accréditation de certains programmes de master et doctorat pour, en gros, pour signaler que ces programmes-là sont des programmes qui prennent les évolutions stratégiques de la discipline très au sérieux et qui en fait suivent l'évolution
dans le champ des sciences sociales de la discipline. Donc, c'est un programme d'accréditation des masters de recherche et de doctorat. D'un point de vue des activités qui peuvent être intéressantes pour vous, je voudrais juste signaler d'abord la présence donc, des working groups, donc des groupes de travail qui sont au nombre de 17, 18. Je crois qu'il y en a un qui vient d'être créé, donc je ne suis pas sûr du nombre exact. Vous trouverez tous les détails sur ces groupes de travail sur la page du site, mais il y a des groupes de travaux, par exemple, sur l'Union européenne comme acteur de développement, sur les questions de genre et de justice et d'injustice, sur le développement soutenable, donc le Sustainable Development, sur les questions climatiques, sur les questions de ressources naturelles, sur les questions plus économiques des valeurs, des chaînes de valeur notamment, etc. Donc, allez voir sur le site si un de ces groupes vous paraît intéressant pour vous, et vous pouvez toujours, il y a toujours la possibilité d'envoyer un email à la personne qui coordonne le groupe de recherche, et ensuite pour vous de rejoindre les activités de ces groupes-là. J'ajoute que si vous voulez créer un groupe de travail, c'est possible aussi, notamment en français ou qui porte sur les recherches francophones, c'est possible aussi. La plupart des groupes sont en anglais, mais c'est pas obligatoire. Le ADI en tant qu'institution est bilingue, français-anglais. Donc, on ne dira jamais non à des activités en français. Sur la chaîne YouTube de l'EADI, vous trouverez aussi beaucoup de séminaires de recherche, la plupart en anglais, certains en français et en espagnol aussi, ainsi que des séminaires plus pratiques qui sont là plutôt pour donner des conseils sur comment publier, comment maximiser plutôt ses chances d'être publié, comment développer certaines compétences qui ne sont pas forcément enseignées en tant que telles dans les programmes de recherche, mais qui sont des soft skills, quoi, qui sont ces compétences qui sont utiles pour ensuite pour poursuivre vos activités après le doctorat. Le podcast également, là seulement en anglais, Hierarchies of Development, qui est un podcast qui se concentre sur les différentes, la façon dont les inégalités sont reproduites dans différents aspects du développement, dont on a 2 saisons. C'est un podcast qui est une collaboration avec le King's College à Londres et qui est disponible sur toutes les plateformes Spotify, Apple et autres. Et ensuite la conférence générale que vous connaissez, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a lieu tous les 3 ans. Donc cette année, elle a eu lieu juillet 2023 à Lisbonne. Donc la prochaine aura lieu en 2026. Donc voilà, vous pouvez garder ça en point de mire. Ensuite, une des autres activités, c'est le blog. Donc le blog developmentresearch.eu, c'est le blog de EADI, qui est un blog interdisciplinaire, qui ratisse assez large au niveau des approches, des sujets. Et vous pouvez soumettre une proposition de blog au secrétariat pour qu'elle soit publiée. Il y a un petit processus d'édition, de va-et-vient entre le secrétariat et vous pour être sûr que le texte colle au standard d'édition du blog. Et si vous souhaitez publier un blog sur votre recherche, vous pouvez m'écrire un email et mon adresse à la fin de cette présentation. Et je peux vous mettre en contact avec la personne qui s'occupe du blog. Et enfin, l'EJDR, donc European Journal of Development Research, qui est un journal qui est bilingue aussi. Il y a possibilité de soumettre un article en français. La plupart des articles sont en anglais, mais c'est un journal officiellement bilingue. Donc les articles en français sont bienvenus. C'est un journal qui est très interdisciplinaire, qui là aussi ratisse très large au niveau méthodo, donc qualitatif, quantitatif et méthode mixte. Et il y a la possibilité de solliciter l'option Early Career Submission, qui en fait qui est particulièrement intéressante donc, pour les jeunes chercheurs, qui permet d'obtenir une couche supplémentaire de retour avant que le papier commence vraiment le processus de blind review au sein du journal. Donc en fait, vous demandez à avoir accès à cette option en tant que jeune chercheur, et vous allez avoir un retour d'un éditeur qui est spécialisé dans les Early Career Researchers, qui va d'abord vous donner quelques conseils pour reformater le papier avant que le papier passe dans le processus normal, entre guillemets. Donc, ça rajoute une couche. Donc, ça peut être très intéressant pour les jeunes chercheurs. Voilà. Le dernier truc que je voulais mentionner, c'est la newsletter. Si vous souhaitez vous abonner, c'est une fois toutes les 2 semaines. Donc, c'est pas ces emails qui arrivent tous les jours, ça va. Et ensuite, dedans, vous trouvez appel à contribution, publication, offre d'emploi, tout ce qui, en fait, tout ce que nos membres institutionnels nous envoient comme information, qui sont reliées toutes les 2 semaines sur cette newsletter. Donc, c'est une bonne façon, c'est une bonne manière de rester en contact avec la communauté européenne. Et pour s'inscrire, il suffit d'aller sur le site et vous pouvez vous désinscrire quand vous le souhaitez, évidemment.
Voilà, donc j'ai gardé la présentation très, très courte et succincte, mais vous avez mon adresse email ici. Voilà. Si vous souhaitez m'écrire pour co-organiser des événements en français ou en anglais ou en espagnol, si vous souhaitez des informations sur le blog, sur les conférences, sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter ou à venir nous parler pendant les pauses café. Je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on passe aux conversations avec les intervenants, s'il y a des questions sur le réseau rapides. Non? Ok. Du coup, on va passer aux intervenants, donc à la discussion sur les options post-doctorat. Donc d'abord, on a une question globale pour les trois intervenants, qui est en gros de savoir pour quelles raisons est-ce que vous avez décidé de vous orienter vers des carrières non universitaires après vos études supérieures, après vos études en développement. Est-ce que vous étiez attiré par des aspects du développement qui ne sont pas présents dans les options universitaires? Et si oui, lesquels? Même si, comme on a vu, certains d'entre vous gardent des liens avec les universités, vos universités respectives. Mais la question vraiment, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous orienter vers ces carrières non universitaires. Peut-être Marion, Bakary, puis Florian alors? Bon, moi, j'ai essayé de réfléchir un peu à ça en amont. En fait, moi, c'est particulier. Je ne suis pas. En fait, j'ai toujours pensé, j'ai toujours eu cette envie de travailler en ONG avant la thèse. J'ai envie de dire que je suis entrée au GRET, dans cette ONG, un petit peu comme je suis entrée en thèse, c'est-à-dire parce que c'était une opportunité. Voilà. Ça s'est présenté un peu à moi. J'étais en postdoctorat avec l'Université de Brasilia, avec qui j'avais fait ma thèse. Et puis, j'avais un peu l'impression que, bon, le sujet, je commençais à en faire un peu le tour, mais pour autant, je n'avais pas envie d'en sortir non plus. Enfin, voilà. Et j'étais déjà ouverte à autre chose. Et puis voilà. Puis il y a eu une offre qu'on m'a forwardée. Je me suis dit, mais tiens, mais en fait, finalement, t'avais cette envie-là avant la thèse. Et puis, ben, pourquoi pas, quoi. Donc, c'est pas vraiment un choix dans le. Bah, ça finit par être un choix, mais je veux dire, ça s'est passé un petit peu comme ça, de façon très simple quelque part. Un peu comme la thèse où j'ai candidaté à une bourse en me disant, on verra, c'est super, c'est une opportunité. Et puis, ça n'a jamais été un projet de vie en soi. Je me suis jamais dit, bon ben voilà, je vais suivre toutes les étapes. Et puis l'objectif c'est celui-là, et c'est figé. Donc voilà, j'envisage les choses de la même manière encore aujourd'hui, c'est-à-dire que je le vis comme une opportunité. Et puis peut-être que je vais rester 10 ans, et puis peut-être que pas. Euh, donc voilà, un petit peu ce que je peux dire sur les raisons qui m'ont poussée à Est-ce qu'il y avait certains aspects en particulier qui vous attiraient dans les ONG qui n'étaient pas présents au milieu académique ou pas particulièrement? Oui, alors après, puisqu'on a eu les questions en avance, il y a des aspects que j'aurais peut-être développés après, mais oui, bien sûr. Enfin, il y avait la thématique, le sujet sur lequel je travaillais, sur le Brésil, sur le code forestier brésilien, qui est encore toujours très dans l'actualité. Donc voilà, je disais que je commençais à en faire un petit peu le tour, même si en vérité tous les sujets sont un peu inépuisables, hein. Il suffit juste de changer l'angle. Mais non, c'était aussi une forme de. J'avais aussi fait le tour d'une certaine façon de vivre cette expérience de la recherche. C'est-à-dire que je sentais un peu un manque de. J'avais envie de travailler plus en équipe. J'avais envie d'avoir des petites satisfactions aussi un peu plus régulières, d'avoir des petits projets. Je trouvais que c'est vrai que dans la thèse et puis le travail de recherche, c'est quand même assez solitaire. C'est un travail de longue haleine. Et finalement, bon, évidemment, c'est pour ça que je mettais des cours au milieu. J'essayais toujours d'avoir comment dire, des choses à court terme, moyen terme, pour jamais me sentir trop seule et m'enfermer dans ma petite bulle de recherche. Mais en tout cas, ça a quand même motivé mon choix à un moment donné, dans mon postdoctorat. Je commençais effectivement à être ouverte à autre chose aussi pour ces aspects-là, du travail au quotidien, en fait, tout simplement. Très bien, merci. On va revenir sur ces aspects plus tard dans la discussion donc, du quotidien. Donc, merci Marion. C'est vrai qu'en termes de satisfaction immédiate, la recherche académique n'est pas toujours le, le moyen le plus facile. C'est des projets de longue haleine et il faut toujours parfois 3-4 ans. C'est vrai que c'est compliqué. Bakary, pour vous Je pense qu'en fait, c'est exactement la même chose que Marion. En gros,
déjà, avant de commencer la recherche, on a des rêves d'enfance. Au niveau du lycée, déjà, en fonction du carrière, de nos opportunités, on s'est dit, bon, peut-être on va, par exemple, moi, je connaissais la Banque mondiale de nom, dans ce qu'on faisait au lycée, etc. L'OCDE aussi, mais j'avais pas pensé forcément à l'OCDE, en fait, en gros. Donc, et du coup, effectivement, à un moment donné, quand j'étais cherché des TD à la fac, l'opportunité s'est présentée de façon complètement fortuite, comme ça. C'est quelqu'un qui m'en a parlé. Tiens, vous connaissez les centres de développement? J'ai dit, bah, vous devez aller voir, ils cherchent quelque chose qui devrait vous plaire. Donc, du coup, je suis allé voir. Et ensuite, j'ai postulé. C'était pour un petit projet court de 6 mois. Je me suis dit, bon, 6 mois, c'est quand même pas un horizon très poussé en termes de... Mais bon, OK, pourquoi pas. Et après, on verra parce que effectivement, il y avait aussi ces besoins de travailler plus en réseau. D'avoir accès à plus de ressources, en fait, tout simplement. Ressources, si je dis ressources, c'est vraiment, voilà, donc des données, de tout ce qu'un chercheur a besoin, en fait, tout simplement. Et de l'autre côté aussi, c'était pas les sujets, mais la couverture géographique. C'était sur l'Afrique. Je me suis dit, oui, bon, je ne connais pas, je m'y connais pas trop dans les sujets qui me demandent, mais je connais quand même le contexte de l'Afrique. Donc, du coup, je vais postuler pour voir, je vais aller les voir. Et donc, du coup, c'était pour 6 mois, et ça continue jusqu'à aujourd'hui, après 15 ans. Donc, j'ai arrêté de compter, voilà, les temps qui passent. Et effectivement, et là, nos collègues, je peux vous envoyer après les liens vers une étude faite par certains de nos collègues à l'OCDE qui ont fait une étude large sur justement les postdocs et les doctorants. Qu'est-ce qui les pousse finalement à choisir une autre carrière à la fin. Donc, en gros, il y a 3 ou 4 points principaux. Le premier, c'est vraiment ce manque de satisfaction à un moment donné. Voilà, donc on a fait le tour et je veux un peu plus, je vais aller découvrir un peu plus, etc. Et ensuite, le déséquilibre entre effort et reconnaissance, et clairement, qui était là. Et puis, un autre point important, c'était le stress au travail. C'est-à-dire, le stress, ça peut être dû au manque de perspectives ou encore au manque même d'être intégré, ou bien encore les laboratoires n'ont pas beaucoup de moyens, etc. Donc, du coup, ça crée forcément un stress pour tout le monde un peu, le manque de perspectives, etc. Et le dernier point, effectivement, c'était en fait l'envie de travailler plus en équipe, aller découvrir autre chose. Et ça, effectivement, ça revient très souvent sur une étude assez large de ceux qui ont fait des post-doc ou doc. Et ce qui fait la différence après, et je m'arrêterai là, c'est plutôt à quel moment on s'est décidé d'y aller. Donc voilà, donc parfois les opportunités qui se pointent, c'est soit des opportunités qui ne sont pas forcément sur ton domaine de spécialisation préféré, ou qui manquent de profondeur en termes de perspectives de carrière. Et donc, du coup, on s'est dit, est-ce que j'y vais pas, etc. Donc, et après, à un moment donné, ça c'est un premier temps. Et un autre moment donné, c'est on décide de rester dans les carrières universitaires. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, on a fait le tour. Et donc, du coup, il faut que je trouve quelque chose. On est sous des facteurs répulsifs qui font finalement qu'on veut chercher quelque chose, etc. Et ça, la première option est mieux que la dernière, tout simplement. Voilà. Okay. Très bien, merci pour ces précisions et pour pointer les résultats de ce rapport aussi. C'est vrai que le stress au travail, c'est aussi une question importante à garder en tête en milieu académique. Florian, enfin, pour vous?
Alors, tout d'abord, quoi que je puisse dire, même si ce sont des bêtises, ça n'engage en aucun cas ma structure, donc l'OFPRA. Donc, n'allez pas leur balancer des cajots de tomates si jamais je dis quelque chose de mal. Et pour répondre à la question, c'est une question qui est compliquée parce que ça dépend toujours du profil de chacun. Ce qu'on va faire à l'université ou ce qu'on va faire après à l'université ou dans mon cas à côté de l'université. Moi, de formation, je suis historien et archéologue. Donc, et je me retrouve à travailler dans un domaine qui est vraiment complètement différent de celui que j'avais l'habitude de fréquenter, qui était donc l'Afrique de l'Est, l'archéologie moderne de l'Afrique de l'Est, islamologie, des choses, on est vraiment dans les livres, où on va faire du terrain, où on rencontre des gens sur place, où on est obligé de se former à énormément de compétences en anthropologie, en ethnologie, en géographie, dans divers domaines. Et au cours de ma thèse, du coup, j'étais bien engagé dans le canal de la recherche, hein. J'étais vraiment parti pour vouloir faire de la recherche, chercher un postdoc, regarder s'il y avait des cours à l'université ou quoi que ce soit. Et il faut savoir qu'en histoire et de manière générale en France, les études africaines sont un petit peu le parent pauvre. Donc le nombre de postes, les opportunités, les thématiques de recherche sont souvent un petit peu limitées et limitantes. Du coup, je ne faisais absolument que ma thèse et j'aspirais un petit peu à faire des choses un peu plus concrètes. Et puis je me demandais aussi comment on allait terminer les fins de mois à un moment ou à un autre. Et j'ai une professeure d'ethnologie qui est un peu ma maman en ethnologie, qui est Marie-Josée Tubiana, et qui a un vernissage d'une exposition, m'attrape par l'épaule et me dit qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je lui dis Marie-Jo, je fais ma thèse, c'est déjà pas mal. Et elle me dit non mais ça c'est pas suffisant, ça c'est les vacances des étudiants. Ok Marie-Jo. Mais et elle me dit non mais parce que j'ai mon fils qui m'a fait parvenir une fiche de poste pour une structure qui s'appelle l'OFPRA. L'OFPRA, ok. Moi j'étais dans mes bouquins toute la journée, l'encyclopédie de l'islam, j'essaie de rédiger des articles, des choses comme ça. Et je lui dis qu'est-ce que c'est ça? Il dit c'est l'instance qui s'occupe de déterminer si un demandeur peut avoir l'asile ou pas, s'il répond à la Convention de Genève ou pas. Convention de Genève, tout ça, moi c'était vraiment pas mon univers. Et je me renseigne un peu sur le sujet et je reviens vers elle et je lui dis mais en fait, je suis historien et archéologue, ils vont rigoler quand ils vont recevoir ma candidature. Elle m'a dit bon, tente le coup quand même. Elle me dit des gens qui sont allés un peu partout dans la Corne de l'Afrique. Je suis pas sûr que ça court les rues. Et elle me disait surtout, je suis pas sûr qu'ils soient très jeunes. Donc un petit peu sans grande conviction, je vais à l'entretien. Ça se passe très bien, tout le monde est très souriant. J'arrive à exposer un certain nombre de choses, mais j'y vais quand même un petit peu les mains dans les poches. Hein. Et quelque chose comme une semaine plus tard, je reçois un coup de fil et ils me disent bon ça y est, vous commencez la semaine prochaine. Ouais, je dis c'est rapide quand même, mais vous êtes sûr que c'est mon profil qui vous a intéressé? Elle dit oui justement, on a beaucoup de gens qui sont issus des sciences politiques, des relations internationales, mais finalement c'est bien aussi la fonction publique recherche aussi des spécialistes et des gens qui sont formés à d'autres disciplines. Donc il y a des choses qui sont attendues, on pense à la fonction publique comme quelque chose d'extrêmement juridique, ce qu'elle peut être aussi, mais elle est aussi en recherche de profil. Ce que je trouve intéressant dans cet atelier-là, justement, c'est de pouvoir exposer que c'est parce qu'on a un profil particulier et qu'on a développé des compétences particulières qu'on va forcément rentrer dans un seul canal. On peut aussi s'exporter dans d'autres canaux. Et moi, ça a été mon cas. Et ce que j'y ai trouvé, et ce pourquoi j'ai aussi accepté, c'est bon, un, économiquement, bien sûr. Tout le monde doit manger ses pâtes le soir. Mais deux, aussi, j'avais aussi besoin de concret. J'avais besoin de sentir que je pouvais construire un mur avec tout le monde. On parlait de travail en équipe. Je suis quelqu'un qui travaille vraiment en solitaire, mais pour le coup, l'idée de construire quelque chose avec les autres, de construire une doctrine,
de se dire que finalement peut-être son travail a un peu d'impact aussi sur la vie de certaines personnes. Alors moi, je n'ai pas changé de secteur, je suis resté sur la Corne de l'Afrique, par bonheur. Et ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup aidé à passer le pas. J'ai continué ma thèse, je l'ai soutenue en même temps que je travaillais. Et la fonction publique, en fonction de l'endroit où on se situe, permet un certain nombre de plasticités. Dans mon cas, par exemple, j'ai toujours pu écrire à côté. J'enseigne depuis 2 ans à Paris 2, à l'ISIT, en géopolitique. Et ça n'a jamais posé de problème à mes employeurs qui se disent que ça fait partie de la vie du fonctionnaire, de la vie de la personne qui travaille dans la fonction publique, d'avoir d'autres activités et qui plus est d'en partir ou d'y revenir en fait. Les postes, ce sont des choses qui ne sont pas obligées d'être quelque chose de pérenne. Et c'est ça que j'aime, moi, en tout cas, dans mon poste et dans la fonction publique, c'est qu'elle m'ouvre des opportunités. Si jamais un jour j'ai envie de retourner à l'université proprement, juste pour travailler à l'université, ce sera quelque chose de possible. Très bien. Merci beaucoup, Florian. Et c'est intéressant de voir que vous pouvez toujours garder un lien avec l'université, que tout n'est pas irréversible complètement. Donc merci pour cette introduction. Maintenant, on va parler un petit peu du milieu des ONG avec Marion. Donc vous travaillez comme responsable de projet, je l'ai dit, chez GRET, pardon. Donc quelle différence voyez-vous entre le fait de travailler en milieu universitaire, comme vous avez pu le connaître dans votre postdoc, et en ONG, et quels sont les aspects les plus saillants de votre travail à ce niveau-là? Ouais, juste peut-être juste une précision sur le GRET. C'est une ONG donc, de développement solidaire. C'est une ONG qui est déployée dans plus de 20 pays, alors principalement en Asie du Sud-Est et en Afrique. Et on compte une vingtaine de représentations, ça veut dire qu'on a des équipes locales, on monte des projets locaux, etc. On est 800 environ et on est une centaine au siège. Donc ça veut dire que tout le reste des équipes de l'ONG, en fait, sont sur les terrains, littéralement, travaillent sur les projets. Et c'est le lien avec la question, c'est que, en fait, pour prendre le contre, aller commencer à répondre à l'inverse de la question, c'est-à-dire sur les différences, j'ai envie de répondre sur les j'ai envie de dire qu'en fait, moi, je suis entrée au GRET parce que justement, je trouvais que c'était une ONG très intéressante pour s'insérer en tant que jeune chercheur, puisqu'en fait, c'est une ONG qui est très ouverte sur le monde, sur la recherche. En fait, le GRET a une maison d'édition. En fait, on fait tout un tas d'activités. On ne monte pas juste des projets de développement. On fait du plaidoyer. Il y a beaucoup de personnes au siège qui enseignent dans des masters. On participe à énormément de réseaux, y compris des réseaux de recherche. On publie des articles scientifiques dans des revues, on publie des rapports, on fait des expertises, des évaluations, des études. Donc, on ne fait pas juste, c'est déjà très bien, des projets, même si on en fait beaucoup, parce que j'ai regardé sur le site hier. En 2022, on a quand même 282 interventions. C'est quand même beaucoup, parce qu'on est 800 pour rappel. Donc, ça veut dire que les responsables de projets ont plusieurs projets en même temps. Donc, moi, j'ai envie de dire d'abord, pour moi, il y a des vraies passerelles en fait entre le monde de l'ONG et puis le monde universitaire. Et puis, d'autant plus à travers mon poste, parce qu'en fait, ce qui m'a attirée dans cette offre, c'est que c'était notamment, c'était un poste de responsable de projet, mais la grande majorité du poste était dédiée à l'animation d'un comité scientifique et technique forêt qui est financé par l'AFD et qui a été créé en 2019 dans le cadre de l'adoption par la France de sa stratégie de lutte contre la déforestation importée. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que la déforestation importée, mais c'est l'idée que quand vous consommez par exemple du bœuf, indirectement, vous contribuez à exercer une pression par exemple sur la forêt amazonienne. Je le fais très courte, mais c'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière. Et donc en fait, moi je suis, on est 3, mais en fait moi je suis la principale chargée au GRET. En fait le GRET est secrétariat d'un autre comité aussi, qui est le comité foncier et développement, aussi financé par l'AFD. Donc voilà, le GRET assume ce secrétariat de ce comité scientifique. Et donc là, je fais de tout. C'est-à-dire que je fais du suivi des contrats, suivi des chantiers, j'organise des réunions, j'organise des journées d'études, je relis des livrables,
tout un tas de tâches, quoi, y compris de la communication, de la newsletter. Enfin, c'est extrêmement varié. Et donc, en fait, j'ai pas. Enfin, pour moi, la transition n'a pas été finalement si rude. Alors après, les objets, j'ai dû m'adapter à de nouveaux objets, mais finalement, j'ai un peu l'impression qu'il y a une continuité, qu'il y a une forme de continuité entre ce que je faisais dans la recherche, parce que la recherche, c'est pas juste produire sa thèse, finalement, c'est aussi organiser des colloques, des journées d'études, écrire des articles, enfin, c'est quand même très varié. Et donc, moi, j'ai retrouvé un peu ça. Donc ça, c'était pour les similitudes. Mais j'ai aussi une petite page sur les différences. Mais les différences, on en a déjà listé, et en général, c'est pour cela qu'on se dirige vers autre chose que la recherche. Enfin, c'est-à-dire, on a parlé du travail en équipe, par exemple, pour le coup. Voilà, je travaille quand même beaucoup en équipe, beaucoup plus qu'avant, ça c'est une certitude. Donc, j'ai pas cette sensation d'isolement que je pouvais parfois avoir, ou de solitude, hein, enfin, faut le dire, que j'avais parfois dans la recherche. Dans les similitudes aussi, le monde de l'ONG, enfin en tout cas dans mon ONG, est très flexible sur les horaires, là où on travaille. On a énormément de télétravail, on peut poser un peu nos congés quand on veut, si on veut. Là, j'ai pas senti de grosse différence avec l'université. Je suis pas arrivée dans un cadre où voilà, fallait y aller tous les jours avec des horaires. C'est assez flexible, on va dire. Mais dans les différences, bah, c'est que c'est très opérationnel, effectivement. C'est très opérationnel. Il faut réfléchir vite. On n'a pas le temps forcément toujours d'écrire des traits, enfin voilà, de se relire plein de fois comme on fait dans la recherche, d'écrire. Voilà, faut aller vite, faut réfléchir vite. On travaille souvent sur plusieurs objets différents, donc voilà, faut être assez organisé. Et ça c'est quelque chose qui me plaît aussi, pouvoir passer d'un sujet à l'autre. C'est un peu fatigant, mais en même temps, voilà, je trouve que cette dynamique, quoi. Alors là, les grosses différences, le côté un peu plus peut-être pas négatif, hein, mais dans les difficultés en tout cas moi que j'ai trouvé. Alors ça fait qu'1 an que je suis au GRET, hein, donc c'est le côté très procédure, parce que quand vous montez des projets avec l'Union européenne, avec l'Agence française de développement, alors je vous dis pas une procédure, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'au bout d'1 an, ça fait 1 an, j'en apprends tous les jours littéralement, entre le vocabulaire déjà qui est totalement différent de celui de la recherche. Parfois j'ai l'impression que je me dis ça y est, je parle en jargon, mais de fait les procédures, ça c'est quelque chose que j'avais quand même pas à l'université, je veux dire. Voilà, on est quand même très épargné de ça. Là, pour le coup, on y est confronté vraiment au quotidien. Et puis, le côté beaucoup de réunions, tout le temps beaucoup de réunions. Donc, voilà, on est sur Teams constamment, puisqu'on travaille évidemment avec des collègues qui sont ailleurs, etc. Donc voilà, mais ça, c'est à la fois un peu lourd et en même temps extrêmement, voilà, pour moi, satisfaisant, puisque ça veut aussi dire travailler avec des gens avec des profils différents, des langages différents, avec des idées différentes, et puis voilà, une forme de dynamisme dans la journée, quoi, et quelque chose de satisfaisant, c'est qu'à la fin de la journée, voilà, on a l'impression d'avoir fait des choses. C'est vrai que dans ma thèse, parfois, je me disais, mince, en fait, aujourd'hui, j'ai abouti à 2 paragraphes. C'était très bien, parce que parfois, c'est ça aussi, la recherche. Mais bon, c'était peu satisfaisant à certains moments. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, je crois qu'on a déjà beaucoup appris sur la différence avec votre réponse entre ONG et université, effectivement. Bakary, pour vous, à l'OCDE, ça fait maintenant presque 15 ans que vous y êtes. Vous avez contribué à pas mal de rapports, par exemple les Africa's Development Dynamics Flagship Reports. Selon vous, quels sont les avantages de cette recherche appliquée ou ce qu'on appelle parfois policy research par rapport à la recherche fondamentale ou la recherche en milieu universitaire? Où est-ce que vous mettez le curseur, entre guillemets, et quels sont les aspects qui vous plaisent le plus dans ces travaux de recherche-là à l'OCDE? Beaucoup de choses. Oui, effectivement, ce que Marion a dit tout de suite, vous trouverez aussi exactement les mêmes dynamiques en termes de procédure, en termes des besoins d'aller vite, et même encore plus vite. Et le côté parfois procédure pour la gestion des projets et tout ça. Alors, mais en gros, la transition n'a pas été très compliquée non plus. Ce qui me manquait au début, c'était vraiment le manque d'informations sur ce qu'ils font au début. Parce qu'on a une asymétrie d'information. En fait, on est dans une autre bulle en général. Quand on est académique, on est spécialisé dans un domaine.
c'est que les recherches comme chez nous, donc j'ai participé comme d'abord, j'ai grimpé un peu tous les échelons en fait dans ce domaine de faire des rapports chez nous. D'abord en tant que vraiment aide à la recherche. En gros, c'est exactement comme dans un sujet de thèse. On vous donne un sujet et donc vous devez ratisser, faire le premier déblayage. Donc ce qui compte, c'est vraiment la méthodologie que vous employez en fait pour y arriver. Et du coup, la thèse forme à ça, les masters forment à ça. C'est que ce qui est important, c'est pas de connaître tous les sujets, c'est plutôt de pouvoir expliquer comment est-ce que je me suis pris avec ces sujets. Donc, on ne dit pas que vous avez raison d'avoir utilisé on vous critiquera pas d'avoir utilisé telle ou telle méthode. C'est plutôt pouvoir expliquer, voilà, voici ce que j'ai fait. Et après, c'est une discussion d'équipe, en fait, tout simplement. Il y a, en gros, sur un gros rapport comme ça, l'équipe est composée de professeurs académiques, de jeunes chercheurs, un peu de tout le monde. Et en gros, chacun y contribue à part égale. En gros. Quand on est débutant, on n'est pas là pour faire du café. On a vraiment tout de suite, voilà, vous prenez ces morceaux de la recherche, cherchez et dites-nous dans une semaine à peu près qu'est-ce que vous avez trouvé. Ensuite, on discute. C'est une question d'équipe. Et après, on n'est pas forcément spécialiste. C'est que, voilà, moi, quand j'ai commencé, voilà, gouvernance politique, bon, je n'avais jamais travaillé sur gouvernance politique. Mais ce qui importait, c'était vraiment faire ce travail-là. Donc, du coup, chaque projet de recherche, c'est des projets très structurés, très courts. Le temps, en fait, on s'est dit, allez, c'est un sujet super intéressant. Alors, combien de temps j'ai pour... combien de temps j'ai? OK, vous avez 1 an. 1 an pour commencer, pour aller au milieu? Non. C'est qu'1 an pour tout faire et lancer le rapport, et le délai ne peut pas être bougé. Et sur ces 1 an, sur le contenu, en fait, vous avez, au passage, vous avez que 6 mois pour tout faire. OK, donc voilà. Donc en gros, c'est un peu ça. Mais finalement, ça permet d'apprendre beaucoup tous les jours. On n'est jamais à la nuit du tout. On n'a pas le temps. Chaque année, c'est comme si on a fait un nouveau master. Parce que moi, sur les 15 dernières années, j'ai fait tellement de sujets différents que finalement, diriger un rapport comme ça où il y a une centaine de personnes qui y travaillent, et ensuite les commentaires, ça passe partout et donc du coup des étapes de commentaires assez importantes où voilà, donc quand on fait sa recherche, peut-être pour publier un article, peut-être qu'on a une dizaine de commentateurs au plus. Mais un rapport comme ça, tout d'un coup, vous vous retrouvez avec une centaine, 100 commentateurs ou plus, et tous viennent, et parfois de façon complètement contradictoire. Par exemple, c'est comme les urbanistes et comment dire, les ruralistes, et du coup, ils ont complètement des visions parfois différentes, et donc c'est à vous de trouver la meilleure façon de faire tout ça. Et dernier point, c'est en fait ce qui est assez différent par contre, c'est l'audience. En milieu académique, on ne se pose pas de questions sur un certain nombre de jargons à utiliser, etc. Donc on sait, la personne à qui on a affaire connaît déjà. Dans notre cas, le public est large. C'est très souvent des décideurs politiques, des ministres, etc., qui doivent lire. Et en une page, ils doivent comprendre tout de suite. Ils n'ont jamais fait de fiscalité dans leur vie, mais ils sont ministres en charge de quelque chose de telle façon, parfois par accumulation d'expérience. Et donc, du coup, tout d'un coup, on ne peut pas utiliser, par exemple, les équations. Voilà. On utilise les équations tout de suite. Soyez sûr, on perd plus de la moitié de l'audience tout de suite. Donc, du coup, dans la même phrase, si on utilise un ou deux jargons,
plus c'est fini aussi. Donc, du coup, en fait, ça, on n'apprend pas ça dans les milieux académiques. Mais on apprend là-bas, heureusement, ils sont là, c'est leur métier et c'est mon métier aujourd'hui, par exemple, en tant que coordinateur de rapport, d'aider, en fait, d'apprendre ces petites techniques à ceux qui débutent, tout simplement. Donc, vraiment, il y a peut-être, vous m'arrêtez, mais en fait, à l'OCDE, par exemple, on a tellement de visiteurs, on a 40 000 hauts fonctionnaires qu'on reçoit chaque année. Hein? Des différents horizons, chacun a des objectifs, des demandes. Donc, les demandes sont quotidiennes, ils se ressemblent jamais, quoi, en fait, ils se ressemblent jamais. Voilà. Et un petit mot sur le centre de développement. Marion en parlait aussi, c'est que quand on est dans notre bulle, on a une asymétrie d'information. Par exemple, les centres de développement, ce n'est pas seulement les ressortissants des pays de l'OCDE qui peuvent être recrutés là. On a 55 membres, dont plus de la moitié sont des pays non OCDE, dont 11 en Afrique. On peut recruter complètement sur un poste normal quelqu'un de ces 11 pays d'Afrique, ou encore sur des postes de mission, disons de consultance, etc. Ça, c'est ouvert à toutes les nationalités. Donc, voilà. Très bien, merci beaucoup. C'est intéressant ce que vous dites sur le fait de développer la capacité de synthèse pour pouvoir parler à différents types d'audience. Ça aussi, c'est une différence qui est très importante entre le milieu universitaire et les autres, tout le milieu professionnel qui n'est pas universitaire. Donc, merci. Florian, pour vous, c'est vraiment différent parce que vous travaillez donc pour un organisme gouvernemental. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous parler un petit peu de la recherche d'État ou dans quel type d'organisme est-ce qu'il est possible de s'insérer en tant que docteur? L'OFPRA, vous avez parlé, mais peut-être que vous pouvez parler d'autres, si vous connaissez d'autres organismes, comment ça se passe, comment vous y êtes parvenu, vous avez déjà raconté l'anecdote là en question, mais comment, de façon générale, est-ce qu'on peut y parvenir à s'insérer quand on fait des études en développement dans la fonction publique et de quel type de mission concrètement est-ce que vous êtes chargé? Donc, vous avez parlé un peu globalement de ce que vous faites, mais concrètement en termes de mission, comment ça se passe? Alors, je vais répondre un peu dans le désordre. Et si j'oublie des questions, il faut me tirer l'oreille. Alors, dans le désordre, du coup, personnellement, je suis chargé de recherche donc à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et je suis le spécialiste Corne de l'Afrique. Donc, au sens large, c'est-à-dire Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie et parfois le Soudan, et très souvent les îles africaines de l'océan Indien. Et sur ce panel de pays qui peut être élargi en fonction de la demande et des demandes des officiers de protection instructeurs, je peux être amené à travailler sur d'autres pays, type les Grands Lacs, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'un officier de protection instructeur? Un officier de protection instructeur, c'est le travail central de l'office, qui est grosso modo d'accueillir des demandeurs d'asile, des gens qui fuient leur pays, en tout cas qui allèguent fuir leur pays, ce qui subissent des persécutions, que ce soit des persécutions d'État, que ce soit des persécutions parce qu'ils ont une identité sexuelle de genre particulière, que ce soit ethnique, pour un nombre de raisons qui sont assez vastes. Et ces officiers de protection instructeurs, ils ne peuvent pas être spécialistes de tout. Et surtout, on ne leur demande pas. Parce que former un spécialiste d'une question, ça prend du temps. D'où l'intérêt des docteurs dans ces espaces-là. Puisqu'un docteur a déjà pris le temps de se former. Donc, il est plus à former. Donc, c'est un gain d'argent et un gain de temps pour l'administration. Et quand ces officiers de protection instructeurs se posent une question sur un sujet particulier, par exemple, la première note que j'ai faite, c'est le mauvais œil en Érythrée, l'impact du mauvais œil en Érythrée. Ils avaient quelques demandeurs donc, qui alléguaient à subir des persécutions parce qu'on leur disait qu'ils avaient le Bouddha, donc le mauvais œil.
Donc, c'est une thématique que moi, je connais parce que j'ai fait de l'anthropo là-bas, toutes ces choses-là. Donc, ça m'a accéléré vraiment beaucoup le travail. J'ai dû faire une note d'une dizaine de pages, synthétique, encore une fois, parce que c'est ça le grand enjeu quand on n'est plus à l'université, c'est d'arriver à faire une synthèse qui soit compréhensible par tout le monde. Et ça, quand on est coincé dans son bureau, et notamment comme je l'étais, en plus on se plaît à jargonner. Moi, j'aime bien utiliser des mots de plus de 3 syllabes, ça me passionne. J'étais très narcissique là-dedans. Et en fait, là, il faut abandonner cette perspective-là, parce qu'il faut être compris et surtout, il faut faire passer quelque chose, parce que ce que l'on va écrire va avoir un impact et va se traduire dans des faits. C'est-à-dire que quand je fais une note, elle va être utilisée à des fins de protection ou justement pour montrer que la personne en question ne relève pas du droit d'asile. Donc, ma note va avoir un impact. Donc ça, c'est le travail central de mon activité, c'est donc de rédiger des notes sur des sujets très particuliers. Alors, ça va vraiment de l'histoire à la géopolitique, au droit, à l'anthropologie, ça peut être vraiment n'importe quoi. C'est juste des questions de spécialisation et on fait appel à moi sur ces questions-là. Mais j'ai d'autres aspects, j'ai des aspects de formation. C'est-à-dire que je vais former les nouveaux officiers de protection instructeurs sur les connaissances pays. Donc, je leur fais des cours sur le contexte, je leur fais des mises à jour sur la situation pays et au besoin, je peux aussi dispenser des formations un peu plus spécifiques sur des aspects anthropologiques, n'importe. On établit aussi tous ensemble des doctrines, c'est-à-dire qu'on va essayer de savoir en fonction de telle problématique de tel pays, comment grosso modo l'office va traiter cette demande. Parce qu'il est évident qu'on ne traite pas la demande d'un homosexuel venant d'Italie, on n'en a pas. De la même manière que une personne qui allègue être homosexuelle qui vient du Congo ou de Somalie. On ne va pas l'aborder de la même manière, on ne va même pas aborder l'individu de la même manière. Il y a tout un paquet, d'un package même, je dirais, d'habitus qu'il faut pouvoir transmettre aux autres. Donc ça, c'est aussi mon travail, d'essayer de montrer les spécificités culturelles des pays que je traite. Donc, deuxième aspect. Troisième aspect, il y a un aspect européen. C'est-à-dire que l'OFPRA, c'est une structure en France, mais elle a des homologues en Europe et ces différents homologues se réunissent au sein d'une structure européenne qui met en réseau donc tous les OFPRA européens. Donc, il y a une dimension aussi européenne où on va discuter avec les différents experts européens des spécificités de leur demande. Donc, la demande somalienne par exemple en Norvège où n'est pas exactement la même que celle qui va atteindre la France pour des raisons historiques parfois. Mais ça, si vous voulez qu'on en discute, on en discutera un peu plus tard. Et on a un autre volet qui est un volet qui m'intéresse vraiment beaucoup, qui est le volet terrain. C'est-à-dire qu'on va aussi sur le terrain. On est allé à Madagascar. D'ailleurs, on a rencontré vos camarades du GRET, là. Et donc à Madagascar et aux Comores, on est allé pour faire des rapports qui font une sorte de bilan des droits humains et de thématiques particulières inhérentes à ces pays-là. Donc ça, c'est un aspect qui me passionne et on publie des rapports sur cette base-là. Donc ça, c'est la première chose, c'était ce qu'on faisait. Et je me suis perdu dans mon... Et la petite question qui est restée, mais ça, on peut la faire à la fin aussi, c'est comment s'intégrer en tant que docteur dans différents organismes publics. De prime abord, on pourrait se dire que ça va être très compliqué parce qu'on va rentrer dans un milieu qui est totalement différent. En fait, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Je discutais avec une personne que je formais, parce que je faisais des petites formations parfois en interculturel pour arrondir les fins de mois, avec une personne qui était issue du milieu de la grande entreprise. Et elle me disait, en fait, on cherche surtout des niveaux intellectuels. C'est-à-dire, si vous arrivez avec une licence en quelque chose, vous êtes vu comme moins compétent que quelqu'un qui est en Master 2, moins compétent que quelqu'un qui est en doctorat. Alors,
on est d'accord que c'est très théorique et ça n'a aucune validité. Je suis persuadé que c'est pas le niveau d'études qui définit le niveau de compétence. Mais toujours est-il que c'est une échelle et qu'elle est prise très au sérieux et par le monde de l'administration et par le monde de l'entreprise. Et ça m'a été confirmé à plusieurs égards. Donc du coup, l'administration, comme toute bonne entreprise en réalité, recherche aussi des niveaux intellectuels. Donc elle se fiche un petit peu de savoir si vous êtes vraiment spécialiste de votre sujet ou quoi que ce soit, elle voit un niveau intellectuel. Et il se trouve que les docteurs ne sont pas si nombreux en fait en France, ils sont réputés pouvoir travailler durement, longtemps et précisément. Donc on a accumulé une certaine capacité à la recherche et une certaine capacité au travail. Certaines compétences d'adaptabilité. Et c'est des choses qui sont extrêmement recherchées dans la fonction publique. Et qui plus est dans ce que j'appelle, moi en tout cas, je ne sais pas si c'est le terme consacré, la recherche d'État, où en fait la seule différence avec le monde de la recherche, c'est juste qu'il faut employer moins de jargon, effectivement, et qu'on a des timings qui sont beaucoup plus restreints. C'est-à-dire qu'on peut nous demander de faire une note en 3 jours sur un sujet où, en fait, un bon docteur, on se dirait, mais il me faudrait en fait, 1 ou 2 thèses de doctorat en fait pour vous parler de tout ça. Mais non, il va falloir mettre tout ça de côté et le rédiger en 3-4 jours. Et c'est un exercice qui est très intéressant. Je le souligne parce que ça nous force à aller à l'essentiel. Et c'est un petit peu la différence entre le monde de la recherche et le monde de l'administration, c'est que quelque part, le monde de l'administration, il a une vocation hyper tangible. Il y a une sorte de volonté de résultat qu'il n'y a pas nécessairement en recherche. En recherche, passer 6 ans sur un sujet et ne pas avoir de résultat est un résultat. Dans l'administration, c'est un peu moins facile de se dire oui, alors j'ai bossé à vos frais pendant 6 ans et en fait j'ai rien trouvé. Donc non, ça c'est du comportemental qu'il faut abandonner. Mais le point essentiel, c'est que sous un habillage, on va dire, de complexité, de s'intégrer dans ce milieu de l'administration ou de la recherche d'État, mais de l'administration en règle générale, en fait, c'est juste des adaptations de milieu. Le reste, si vous avez survécu à l'université, vous survivrez parfaitement à l'administration. C'est une très bonne nouvelle. Voilà. Voilà. C'est un bon point à garder. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Si, c'est très bien, justement. C'est intéressant de savoir que c'est une question de niveau intellectuel plus que d'expertise sur un sujet en particulier. Je crois que ça c'est très bon à savoir pour le coup. C'est une perspective qui n'engage que moi. Hein. Par des fois, si je me fais toper par les RH. Pour ce qui est donc d'organisation du quotidien, on a 1 ou 2 questions maintenant pour Bakary et Marion. Bakary, d'abord, lorsqu'on est dans une organisation internationale, donc comme le CD où vous êtes, on doit donc souvent diviser son temps entre les projets de recherche qui sont imposés, comme vous l'avez dit, avec des dates butoirs, 1 an, 6 mois, etc., mais aussi d'autres activités, notamment administratives, parfois comptables, de plus en plus, je ne sais pas si c'est le cas à l'OCDE, mais dans beaucoup d'endroits, de plus en plus des obligations d'heures sur la visibilité ou la promotion ou l'impact du grand public avec des activités sur les réseaux sociaux, etc. Donc, comment concrètement ça s'organise pour vous? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail en quoi consiste votre quotidien? En gros, une journée moyenne, qu'est-ce que c'est pour vous? Je pense que le sujet, la question, il faut le voir, c'est différent en fonction du niveau. C'est-à-dire si on est junior, c'est-à-dire on est débutant, on est sur le contenu, versus si on doit gérer l'ensemble du projet, etc. Donc, ça s'organise de façon différente. Mais dans les 2 cas, on a dit, il faut aller vite, méthodique, et puis éviter les jargons, être conscient que tout ce qu'on va dire aura d'une façon ou d'une autre un impact, soit sur la vie des gens ou sur la possibilité que, en fait, l'image
de ton organisation, c'est-à-dire de l'organisation pour laquelle tu travailles. Et effectivement, l'adaptabilité et se confronter à différents sujets tout le temps. Donc ça, c'est quand on est voilà, au débutant et du coup, en fait, on compte pas les heures, on est passionné, parce que vraiment, ce qu'on vous donne, c'est toujours un sujet intéressant. Il y a pas, c'est impossible que ça soit pas un sujet intéressant, ça c'est sûr. Donc, et ensuite, maintenant, et du coup, il faut y aller. Donc, les 35 heures, on oublie plus ou moins, même quand on est débutant, il faut s'organiser, mais on a toujours plus que 35 heures, ça c'est sûr. De l'autre côté, quand on est à un niveau de manager de projet, de chef d'équipe, etc., là, c'est, disons, entre la gestion de ce qui est prévu, inamovible, et la gestion des imprévus. Disons, dans la semaine, si vous arrivez à faire 30% de ce qui était prévu sur votre quotidien classique, estimez-vous heureux. Ça. Donc, c'est en permanence. Par exemple, là, tout à l'heure, j'aurai une réunion à midi qui n'était pas prévue et c'est pour un autre truc très important. Il y a le forum international économique qu'on organise sur l'Afrique avec l'Union africaine le 31 octobre. Donc, vous imaginez tous les représentants, donc les liaisons, je veux dire les gens qui sont en charge de l'agenda des ministres et tout ça. Donc tout ça, c'est autre chose. C'est pas gérer juste que le projet, aller chercher des fonds, bon, pas forcément des fonds, mais en fait discuter avec l'Union européenne ou d'autres bailleurs de fonds ou encore, etc. C'est vraiment tout ça, c'est des imprévus et c'est maintenant et tout de suite, quoi, en gros. Donc, le président, il doit venir et donc il a besoin de savoir qu'est-ce que, voilà, sur quoi il va parler, etc., etc. Et de l'autre côté, au quotidien, la participation des directeurs et du secrétaire général à des événements qui ne sont pas prévus. Bon, ou des événements qui vous tombent comme ça, c'est-à-dire les discours que vous entendez, etc. La semaine dernière, c'était les rencontres à Marrakech de la Banque mondiale. La semaine dernière, moi, j'ai peut-être participé ou écrit peut-être 10 discours et des notes de bilatérales pour uniquement qu'une seule personne, d'accord? Ça, c'est uniquement qu'une seule personne. Et donc, du coup, sur des sujets complètement différents. Voilà, donc, et après, ce que ça nous apprend, c'est vraiment, en fait, finalement, ça nous apprend une autre habilité qu'on n'a pas forcément et qui est un atout par la suite. Et là, je peux vous garantir, avoir fait justement les niveaux master ou doctorat ou encore un peu avoir été dans la recherche académique un peu, est un avantage considérable par rapport à d'autres qui n'ont jamais fait le milieu universitaire. Ça vous apprend tout de suite aussi. En fait, il y a des petits réflexes. C'est-à-dire, les sujets arrivent. Bon, d'accord. À un moment donné, c'est un sujet nouveau, mais il faut l'attacher quelque part. En gros, finalement, quand je regarde le monde du développement, ça appartient à quoi, finalement, ces trucs-là? Et c'est à la croisée de quoi et quoi, peut-être. Voilà, donc en fait, et les théories, en ce moment, vous aident beaucoup. En fait, est-ce qu'on est dans la macroéconomie, dans la méso, dans un peu... Voilà, donc ça aide énormément, finalement, d'avoir fait, en fait, à chaque fois, quelque chose sur un sujet où il faut partir de zéro et arriver quelque part. Voilà, donc je pense que je ne sais pas si j'ai... C'est très bien, Ouais. c'est parfait.
Très bien, merci contribuer. beaucoup. Merci beaucoup, Bakary. Donc maintenant, on va demander à Marion quelque chose d'assez similaire, mais pour comprendre un peu la différence entre donc, organisation internationale et ONG. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler vous avez un peu parlé de votre quotidien déjà, mais comment s'organise le travail donc, au jour le jour, en particulier quels outils est-ce que vous travaillez? Vous avez parlé du travail en équipe, mais vraiment quelle place est-ce que le travail en équipe prend dans votre quotidien? Et ensuite, pour vous, en tant que responsable de projet, comment vous montez les projets? Quand ça se passe pour la recherche de financement? Comment vous faites tout ça? Bon, alors moi, déjà, comme je dis, ça fait 1 an que je suis au GRET et c'est important de le dire parce qu'en fait, c'est très long d'apprendre justement toutes ces procédures, etc. Et moi, je suis pas arrivée sur un poste où j'ai repris un portefeuille. C'est souvent le cas, en fait. On arrive, on remplace quelqu'un et finalement, on reprend les projets de la personne. Et puis, on apprend un peu comme ça. Moi, la particularité, c'est que j'ai surtout été recrutée pour ce fameux comité scientifique et technique, là, sur l'animation scientifique. Donc du coup, moi, c'est que j'ai suivi en fait l'accompagnement de plusieurs projets, mais là, je commence par un projet avec d'autres collègues qui est assez important, avec un projet de consortium, parce que maintenant l'Union européenne aime bien ça, au lieu de passer des petits contrats avec plusieurs ONG locales ou internationales, ben, finalement, on identifie un chef de file qui va conduire un projet global euh, donc de plusieurs ONG hein, qui sont co-demandeuses. Et l'idée du chef de file, le travail du chef de file, bah, c'est de mettre en cohérence toutes ces propositions et puis d'essayer d'identifier les synergies, parce que souvent l'idée, bien évidemment, c'est de travailler sur un objet cohérent ou un territoire aussi cohérent. Et donc moi, depuis plusieurs mois, je suis avec plusieurs collègues, on est sur un montage de projet au Togo autour de 3 aires protégées. Et donc, du coup, voilà, on travaille avec 7 partenaires. Alors, pour le coup, voilà, là, je me retrouve dans cette position de parler avec la délégation de l'Union européenne au Togo, enfin, mais voilà, beaucoup de profils différents avec des ONG nationales, enfin locales, des ONG internationales, françaises, avec le ministère aussi de l'Environnement et des Ressources forestières, etc. Donc, le quotidien sur le plan de la gestion de ce montage-là, ce qui est un peu particulier, c'est qu'il y a les périodes de rush, c'est-à-dire maintenant. Voilà, où en fait, on ne fait que ça, parce qu'en fait, il faut aller vite. On nous donne 15 jours pour adapter notre proposition qui fait 150 pages, donc ça c'est le narratif. Ensuite, vous avez le narratif budgétaire, donc le budget qui fait plus de 1000 lignes. Ensuite, vous avez le cadre logique à reprendre, etc., etc. Et on vous donne 15 jours. Voilà. Sauf qu'en fait, en parallèle, ben, mes collègues ont leur projet. Et puis moi, j'ai le CSTF. Donc voilà, c'est pas évident en fait de caler ça. Donc on est un peu, c'est un peu inégal en fait notre travail sur l'année, j'ai envie de dire, la façon dont il est distribué. On a globalement beaucoup de travail un peu tout le temps. Mais il y a des périodes de rush et puis il y a des périodes où ça retombe un petit peu, quoi. Quand on est dans l'attente, ben là, on a envoyé quelque chose. On va parfois attendre un mois et demi. Et puis voilà quoi. Donc moi, mon travail au quotidien, c'est quand même à l'heure actuelle, là où on est en montage, reprise d'un montage de ce projet au Togo, bah, effectivement, c'est pas évident de réussir à être sur tous les tableaux, alors qu'il y a finalement, il y a un mois, j'arrivais à gérer à peu près ma to-do list de la semaine, j'arrivais à peu près à arriver à la moitié, quoi. Là, voilà, elle s'allonge tout le temps de semaine en semaine. Donc ça, c'est pas évident. Du coup, il faut prioriser, en fait. On passe beaucoup son temps à prioriser, à gérer les imprévus, et du coup, à se dire, bon, en fait, ça, finalement, c'était peut-être pas... Voilà, ça peut être repoussé à plus tard, donc faut faire des choix. Pour moi, c'est un peu un défi, parce que j'avais un peu tendance à être perfectionniste, donc ça m'apprend aussi alors c'est une qualité, hein. Il faut quand même garder en tête que c'est une qualité pour moi de voilà, vouloir bien faire les choses, pas oublier de laisser passer des mails, c'est important. Pour autant, il faut aussi adopter une posture plus adaptable, avec plus de souplesse, parce que sinon, on se rend malade. On peut se rendre malade, parce qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup de sollicitations. Voilà. Et encore, moi, je vous dis, je suis sur ce montage-art. C'est un gros projet, donc pour le coup, voilà. Mais moi, j'ai des collègues qui ont 5, 10 projets, qui suivent 5, 10 projets. Voilà, moi, je pourrais pas, de toute façon, puisque le plus clair de mon temps est occupé par l'animation de ce comité,
Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, dans des contextes différents. Eux, en l'occurrence, leur quotidien, c'est le matin, ils se réveillent, ils sont sur une réunion sur un projet d'agroforesterie au Congo. À 10h, ils ont une réunion sur un projet. Alors moi, je suis dans le département gestion des ressources naturelles. Donc, en théorie, je suis censée travailler essentiellement sur des aspects de protection et gestion des forêts tropicales. D'accord ? Donc, il y a une cohérence quand même dans les thématiques que je vais aborder. Mais en tout cas, voilà, à midi, moi, mon collègue en face de moi, qui est responsable, qui est depuis plus de 10 ans au GRET, c'est ça, en fait. Toute la journée, il passe d'un sujet et d'un pays à l'autre, quoi. Donc... et finalement, lui, c'est ce qui le passionne. Enfin, c'est pour ça qu'il est là. C'est ce côté. Mais ça veut dire quand même qu'il faut savoir assez vite. Tu prends un café, puis hop, ça y est, tu te mets avec le logiciel Togo et tu te recadres. Donc le quotidien, c'est un petit peu ça. Donc moi, je vous disais, c'est un peu différent parce que c'est vrai que c'est que je commence en fait à vraiment aller vers le poste pour lequel de responsable de projet, mais c'est progressif puisqu'en fait, depuis un an, je suis quand même essentiellement sur l'animation de ce comité scientifique. Voilà, mais après, en fait, comme je disais, en fait, au GRET, on ne fait pas que monter des projets, en fonction des opportunités qui surgissent, on va tenter des évaluations, on va postuler pour des évaluations, des expertises, etc. Donc, j'ai aussi été mobilisée pour d'autres montages, en fait. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Merci, mais c'est déjà beaucoup. Je pense qu'on peut vraiment voir là, les différences avec le milieu académique au niveau de to-do list à prioriser, des choses à prioriser, de s'occuper d'un sujet à l'autre. C'est pas forcément quelque chose qu'on fait tout le temps dans le milieu académique. Pour ajouter quelque chose, c'est que par contre, en tout cas en termes de différence, c'est que toute la journée, on est très focus en fait. Enfin, ça, j'avais pas ça dans la thèse, c'est-à-dire que je me laissais. J'ai découvert le mot procrastiner littéralement en thèse. C'est pas. C'est effectivement lié au fait que finalement on est beaucoup en solitaire. Donc il y a des longueurs. Finalement, là, on n'a pas le temps de se poser trop ces questions-là. On est un peu embarqué dans des dynamiques collectives et tout ça. Et donc, pour le coup, c'est quelque chose qui est complètement sorti de ma vie. Par contre, de 9h à, je ne dirais pas, puisqu'on ne compte pas nos heures, eh bien, effectivement, on est très focalisé sur ça. Donc, je suis plus, en fait, sur mon téléphone, à prendre une pause, je sais pas, à faire autre chose. Par contre, quand je décide, parce qu'il faut le décider aussi de débrancher, finalement, je débranche vraiment. Enfin, j'arrive, alors que finalement, dans la recherche, eh ben, je débranchais jamais vraiment. En tout cas, pour ma part, c'était une grosse difficulté que j'avais. J'avais l'impression de ne jamais en faire assez. Et donc, je ne débranchais jamais. J'avais le cerveau branché systématiquement sur ma tête. Je crois que c'est un problème, malheureusement, qui est très, très commun. Alors, je ne dis pas que quand la fonction de cadre, c'est ça. Enfin, on a beaucoup de travail, on ne compte pas trop nos heures, etc. Mais finalement, paradoxalement, j'ai l'impression que c'est tellement intense que du coup, quand on décide de couper, ben, finalement, on coupe. En tout cas, moi, c'est côté positif. J'ai réussi à prendre des vacances que je n'ai jamais fait pendant ma thèse. Je n'ai jamais fait. C'est vrai que c'est aussi, ça rejoint un peu les questions de stress au travail qu'avait mentionné au début Bakary, que c'est aussi un problème de la recherche de plus en plus qui hante les rêves jusqu'aux rêves des chercheurs. On va finir avec une question pour Florian et puis après on pourra peut-être prendre des questions si vous avez pour les intervenants, mais est-ce que vous pouvez Florian, nous expliquer, une fois qu'on est entré dans le secteur public comme vous, alors d'une part, quelles sont les perspectives de carrière et sous question, comment on passe en fait d'un organisme à un autre. Enfin, est-ce que c'est par concours, est-ce que c'est par passerelle, est-ce que c'est tout simplement par un entretien comme banal entre guillemets. Comment ça se passe une fois qu'on est à l'intérieur? Ouais, c'est une question qui est intéressante parce que elle permet de montrer que l'administration, c'est presque un monde en soi. C'est-à-dire que quand on est dans le monde de la recherche, très souvent on s'intègre dans un laboratoire et par le biais des passerelles des laboratoires, on va aller dans un autre laboratoire, on va rencontrer un autre spécialiste, on va aller dans son laboratoire, peut-être travailler pour lui, on peut changer de directeur en cours de route, voilà. Et ben dans l'administration, il se trouve que c'est à peu près pareil. Et puis ça tombe bien puisque le monde de la recherche française fait partie aussi de l'administration française, en tout cas du fonctionnariat, du monde du fonctionnariat.
Donc ça, c'est un premier lien à faire. Surtout, elle a l'administration, on la conçoit beaucoup comme une structure extrêmement verticale. C'est-à-dire on arrive à un point sur la ligne verticale et on va grimper, et avec une hiérarchie très forte. Et le but du jeu serait du coup de monter les étapes hiérarchiques. Ce qu'on voit moins quand on est hors, en tout cas que moi je ne concevais pas quand je ne travaillais pas pour l'administration, c'est la dimension horizontale. C'est-à-dire qu'il y a une perméabilité entre toutes les lignes verticales que peut constituer les différentes hiérarchies, différentes directions, les différents ministères, les différentes administrations au sein de l'administration. Et il se trouve qu'il y a eu des travaux énormes d'harmonisation des niveaux de poste et des grades dans la fonction publique, qui fait qu'au final, quelqu'un qui est catégorie A, par exemple, va pouvoir postuler assez facilement, tout simplement, à un poste au ministère de l'Intérieur, aux Affaires étrangères ou quoi que ce soit, parce que chacun des ministères, chacune des administrations propose des fiches de poste en externe et libre à chacun de postuler à cette fiche de poste. Ça, c'est un premier canal pour pouvoir se balader, on va dire, dans l'administration, donc à la fois entre les différentes administrations et au sein de sa propre structure. Deuxième façon de procéder, quelque part aussi la plus caractéristique de l'administration française, c'est le concours. Au concours, vous en avez deux. Vous avez les concours externes et les concours internes. Les concours externes, c'est vous n'êtes pas titulaire et vous allez postuler, je ne sais pas, au concours d'attaché d'administration de telle structure. Attaché d'administration, c'est un peu le gros mot pour dire catégorie A dans l'administration. C'est pas valable pour tous, mais retenez ça. Et vous avez aussi un concours qui est dit interne. C'est-à-dire que l'administration récompense la durabilité, la durée, votre obstination dans votre poste. C'est-à-dire que moi, ça fait 6 ans que je travaille pour l'OFPRA et j'ai la possibilité de passer les concours internes pour pérenniser mon poste et du coup aussi avoir accès plus facilement à d'autres postes dans l'administration. Parce que si vous êtes le statut de fonctionnaire, en fait, vous n'avez pas de passe-droit, bien sûr, mais vous avez des facilités à quitter votre poste pour aller en explorer un autre. Et ce qui est bien quand on est fonctionnaire, c'est qu'il y a différentes possibilités de ne pas laisser son poste, mais tout de même d'occuper une autre fonction. C'est-à-dire que si je me mets en disponibilité pour aller, par exemple, travailler en milieu associatif ou quoi que ce soit, je reviens au bout de 6 ans, mon poste est là. Si jamais j'ai envie d'aller travailler dans une autre structure administrative, mais je ne sais pas trop dans quoi je vais mettre les pieds, mettons par exemple le renseignement, c'est un truc qui est un peu opaque, on ne sait pas trop si ça va coller ou si ça va coller. Vous répondez à une fiche de poste de la DGSE par exemple, et vous travaillez 3 ans, vous dites ouais, c'est vraiment pas fait pour moi ça en fait. Et ben vous revenez chez vous. Vous revenez au travail qui était le vôtre et qui peut-être vous intéressait un petit peu plus. Donc il y a toute une mobilité au sein de l'administration qu'on ne voit pas nécessairement quand on est à l'extérieur, mais qui pourtant est vraiment déjà encouragée par l'administration française elle-même. Elle encourage la pérennité sur les postes, mais elle encourage aussi le fait d'aller voir un petit peu ailleurs et sortir du nid. Donc je ne sais pas si ça répond en totalité à la question. C'est parfait. Justement, non, mais c'est très bien. Donc mobilité horizontale, verticale, c'est ça. Et en dehors aussi. Ouais, exactement. C'est très bien. Quelque chose dans les différences aussi, et puis ça fait un lien avec l'horizontalité. C'est comme je disais, c'est l'ONG où je travaille, c'est une ONG assez grande quand même. Et pour autant, c'est quand même c'est une grande famille, on va dire ça comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que j'ai découvert et enfin en fait ce que je recherchais, c'était le fait que finalement de travailler de façon plus horizontale avec les chefs, des personnes qui sont là depuis plus longtemps, les personnels administratifs, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, en fait.
c'est que déjà, il y a une grande transparence en fait dans mon ONG. On connaît tous le salaire, enfin on peut, si on le veut, les salaires sont transparents. La grille salariale aussi, voilà, on peut nous-mêmes se placer dessus. Et puis un point très important, c'est qu'en fait on participe très activement à la vie de l'ONG. Ça, pour le coup, quand on est à l'université, finalement, on a peu de prise sur, bon, déjà à l'université, comme un tout. Et puis même, bon, son laboratoire, effectivement, moi j'ai été représentante des doctorants, on peut participer à quelques instances comme ça, mais finalement, on a du mal à se sentir acteur de tout ça. Or là, pour le coup, ben, finalement, donc il y a une association hein, du GRET, de laquelle on peut être membre, et en fait, il y a plusieurs instances dans lesquelles les salariés sont représentés, et on voit au chapitre, on peut faire remonter beaucoup de choses. Donc c'est très, il y a un côté très co-construction en fait dans cette ONG qui moi me plaît. Et par exemple, enfin, à titre d'exemple, hein, donc on a des semaines collectives où on réfléchit, on discute par département de nos activités, de nos difficultés, de ce qu'on fait, de ce vers quoi on a envie de s'orienter, etc. Et donc, entre fin août et début septembre, on a ce qu'on appelle les tropiques. En fait, ce sont 15 jours où les personnes des représentations, évidemment pas tout le monde, et d'ailleurs maintenant pour les questions d'urgence climatique, on ne fera ça plus que tous les 2 ans, mais donc on avait coutume de rassembler environ plus de 200 personnes en fait des terrains, et en fait on organise des débats sur plein de choses, sur les zones de conflit, sur ce que c'est que travailler en zone de conflit, sur les questions de genre, les questions de jeunesse, voilà. Donc c'est une ONG aussi très réflexive, et on a enfin voilà. Ce côté-là d'être partie prenante, de se sentir partie prenante, c'est vraiment moi quelque chose qui nous tient, et que je trouve qui vraiment pour le coup fait partie des différences que je n'avais pas notées, mais qui là dans la discussion paraissent comme quand même assez importantes. Bon, parfait. Ben, merci beaucoup à vous trois. Ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est peut-être voir s'il y a des questions ou des réactions. Diana? Combien on a de questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions derrière? Là, oula, d'accord. Okay. Alors, c'est pas ma première question, c'est quels seraient les profils des personnes qui travaillent dans les institutions, parce que je comprends, il faut avoir une certaine gestion du stress, une bonne capacité à travailler. On peut prendre des vacances, mais finalement, en fait, c'est assez réduit. Et la deuxième, en fait, le nerf de la guerre, c'est quelle est la différence de rémunération entre une administration, une ONG et le CDE, avec un petit commentaire pour le CDE, qui est celui de... enfin, moi, je trouve ça assez drôle, c'est que quand on demande, généralement, on demande stagiaires à des rémunérations qui sont tout à fait... Pardon de le dire. Oui, complètement, oui. Et on arrive à des niveaux de salaire que moi, je connais, mais par connaissance, qui sont quand même tout à fait ridicules, mais dans l'autre sens. Donc voilà, ça serait les deux questions que je voudrais poser à tous les deux. Moi, je peux répondre sur les salaires parce que c'est pas un tabou dans notre ONG, même si je ne donnerai pas des montants. En termes de ratio, moi, je suis arrivée quand même en tant que junior, si on veut, sur ce poste. Et en fait, mon salaire est différent de même pas 500 € par rapport à mon manager, qui est là depuis plus de 10 ans, qui manage une équipe de 10 personnes, etc. Et le directeur de notre ONG ne gagne pas le double de mon salaire. Voilà. Donc après, il y a des questions de... Ce qui se rajoute au salaire, c'est si vous faites beaucoup de missions, si vous avez beaucoup de projets. Donc il va y avoir des PRDM, des questions comme ça, un peu de déplacement, mais qui, bon, votre salaire va peut-être augmenter un petit peu parce que vous faites beaucoup de déplacements, etc. Mais globalement, il y a beaucoup de questionnements hein, dans notre ONG parce qu'on travaille beaucoup, est-ce que nos salaires sont... moi, je dirais qu'effectivement, venant de la recherche, ayant connu de la précarité, y compris du RSA, etc., je vis très bien cette entrée dans le monde des ONG. Voilà, mais est-ce que ça compense le nombre d'heures travaillées? Ça, je n'en sais rien. Par contre, si on regarde les grilles salariales et les revenus moyens médians français, on vit bien. Voilà. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est plus au-delà de ça, c'est vraiment le fait de se sentir, et ça fait partie de l'horizontalité aussi,
C'est que quand voilà, vous adressez aussi à quelqu'un, à votre, y compris au directeur, que vous tutoyez, parce que tout le monde se tutoie, bah, d'une autre façon aussi, quand vous savez que voilà, il y a des grilles salariales transparentes, que, voilà, et que vous avez voix au chapitre, ça, je trouve que c'est quand même bénéfique du point de vue collectif. Ouais, là, sur la question des profils qu'on cherche, en gros, on cherche une diversité de profils, en fait. C'est une organisation économique, mais qui ne recrute pas que des économistes. Nous, dans notre, au centre de développement, on a une soixantaine de nationalités. Et là, en termes de profil, on a des gens en sciences politiques, des gens qui sont sociologues de formation parfois, ou même parfois historiens. En fait, cette diversité, multiplicité des profils est importante. Et c'est bon à savoir, il faut les savoir. C'est-à-dire même pour ceux qui sont dans la recherche, dans le développement, parfois on se dit, en gros, oui, ce sujet ne me dit pas grand-chose. Je ne suis pas spécialiste, je n'ai aucune chance. Il se trouve finalement qu'en fait, ce qu'on cherche, ce n'est pas un spécialiste. C'est plutôt, comme Florent a dit, en fait, quelqu'un dont on sait qu'il sera méthodique, et qui connaît soit la région ou qui a fait tellement de choses différentes qu'on s'est dit oui, là, parce qu'en fait, les sujets sont souvent nouveaux aussi. Et donc, du coup, on a besoin de quelqu'un qui puisse nous atterrir, nous garder pied sur terre, en fait, tout simplement. Entre économistes, parfois, on peut complètement s'éloigner de ce qui est très évident, en gros, là, ici. Et donc, du coup, avoir quelqu'un qui a cet apport, cette vision, ces questionnements en termes de sciences politiques ou en termes de sociologie, etc., est extrêmement apprécié chez nous. Question salariale, effectivement, ça rejoint aussi en fait la question des opportunités en début de carrière dans ces organisations-là. C'est des organisations, si vous voulez, en fait, c'est des organisations dont comme ça, en termes d'effectifs, ça n'augmente pas. C'est comme ça. Et du coup, les opportunités qu'on trouve souvent, c'est des opportunités, entre guillemets, en début de carrière, c'est vraiment des opportunités en termes de cours en termes d'horizon temporel. Ou encore pour les stagiaires, effectivement, ils essayent de faire un petit effort maintenant. Mais nous, on s'en plaint beaucoup parce qu'on est conscient et ça fait partie de leur formation, bien sûr, mais vivre à Paris, tout le monde ne peut pas se permettre de vraiment travailler un stage de plus de 6 mois. En gros, et effectivement, c'est ça. Et après les stages, est-ce que je vais continuer ou pas? Et donc ça, ces questionnements, même ton chef ne peut pas te répondre au jour du stage ou bien 3 mois avant la fin du stage. Mais ça, tout d'un coup, ça se débloque, etc. Et pour des raisons importantes. Et après, effectivement, ouais, en termes d'opportunités, une fois qu'on est là-dedans, on vit vraiment plutôt bien. On vit plutôt bien. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Voilà, je ne sais pas. Et donc, je vais peut-être. Voilà, non, je m'arrête. Ouais, je suis très rapidement dans l'administration. Officiellement, on recherche tous les profils. Officieusement, ceux qui savent, ça rejoint la réflexion de nos collègues. On cherche des gens qui savent parler un peu de tout, même s'ils ne sont pas experts du sujet. Du coup, tout ce qui est Sciences Po et juriste, c'est quand même surreprésenté dans l'administration française. Mais pour autant, il ne faut pas se décourager parce qu'il y a énormément de postes. Premier recruteur de France quand même, l'administration française. D'ailleurs, l'OFPRA recrute. De filet de protection si jamais vous cherchez. Ce sont des contrats de 3 ans renouvelables une fois, et si vous êtes renouvelé une deuxième fois, vous êtes CDIsé.
Donc, il y a une certaine stabilité. Même si vous n'êtes pas fonctionnaire, vous pouvez être CDIsé et pérenniser votre poste autant que vous le souhaitez. Une administration comme l'OFPRA, elle cherche à garder les gens. Le turnover, c'est 3 ans. 2 ans, 3 ans à l'OFPRA. Et donc voilà. Donc des profils assez variés, même si quand même il y a un petit avantage pour les juristes et les gens issus des sciences politiques. Et très sincèrement, en catégorie A, on commence à peu près à 2 000 euros. C'est grille fonction publique, c'est la même chose pour tout le monde. Ce qui différencie dans la fonction publique, c'est le niveau des primes. C'est-à-dire que si vous êtes à Bercy, par exemple, vous avez des primes de malade. Et non, c'est pas sympa pour eux. Et si vous êtes, par exemple, à la culture, bah, les primes, elles vont être nettement en deçà. Donc voilà. Mais normalement, en catégorie A, vous arrivez, vous avez à peu près 2 000 euros par mois. Voilà. Juste pour ajouter peut-être à ça, ici, c'est un lien. Chez nous, il n'y a pas de prime, justement. Il n'y a pas de prime, il n'y a pas de RSUB, il n'y a pas de RTT. Voilà. Donc, et en fait, la charge du travail monte très rapidement, en gros. Voilà. Donc, c'est peut-être ça aussi, en fait. Et c'est vraiment très transparent. Aussi, en termes de grille salariale, on sait exactement qui gagne quoi et pourquoi. Et puis, de l'autre côté aussi, c'est très horizontal comme organisation. On n'est pas une organisation bureaucratique du tout. C'est-à-dire, par exemple, chez nous, tout le monde se tutoie. Les directeurs, la directrice, etc. Tu le croises, on va prendre un café, si son temps le permet, il le fait volontiers tout de suite. On discute de tout. Voilà. Merci. Alors, ce qu'on va faire, c'est parce qu'on s'est un peu laissé déborder par le temps et je ne veux pas pousser trop loin parce que la pause déjeuner est assez tôt, parce que la session parallèle commence assez tôt. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va prendre 2 questions et on va se donner jusqu'à 11h40. Et ensuite, il y avait une question juste derrière Diana. Est-ce que vous voulez... Ouais. Alors, bonjour. Merci pour votre présentation. Vous avez beaucoup parlé de la plus-value en tant que chercheur. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment pallier justement à ce manque d'expérience, par exemple, dans la gestion de projet, même lors de l'entretien, comment vous avez pu vous expliquer par rapport au manque de financement, au jargon de bailleurs, etc. Et même à l'OFPRA pour des professeurs. Merci. Et il y avait une question au fond. Est-ce qu'il y a quelqu'un au fond qui a une question? Oui, allez-y. Tant mieux. Concernant le programme de stage à l'OCDE, c'est une organisation qui a beaucoup de départements et parfois on s'y perd un peu. On voit qu'il y a le comité d'aide au développement, il y a le centre de développement, il y a le COP Sahel et Afrique de l'Ouest. Donc pour quelqu'un qui est intéressé à un stage à l'OCDE, comment préciser, est-ce qu'il est utile de préciser dans sa lettre de motivation, par exemple, le département qui l'intéresse ou vous recommandez de laisser les choses se faire? Ok, merci. Donc ça sera pour Bakary dans le deuxième temps. Est-ce que Marion, Florian, vous pouvez répondre à... Ouais, je peux répondre, surtout qu'en plus, ça fait pas longtemps que je suis... Non, ça fait comme ça un temps, mais en fait, c'était hier. Et en fait, comme effectivement, moi, j'avais surtout commencé par les activités finalement qui m'intéressaient le plus, du comité scientifique et technique. Le côté gestion de projet, ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que tout va bien, on apprend sur le tas. Alors moi, ce que je vois quand même, c'est que ça rejoint la question des profils, il y a les profils sont très variés au GRET. À la base, c'était beaucoup d'agronomes, hein. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent de sciences politiques, il y a même des hydrologues, des ingénieurs de tout type, il y a des géographes. Mais quand même, c'est vrai que bon, quand on a fait une formation dans les métiers de développement, où on a déjà tout un peu toutes ces bases-là de cycle de projet, tout ça, ça peut aider. Mais bon, finalement,
finalement, on apprend quand même sur le tas, parce qu'en fait, je me rends compte que déjà les procédures évoluent très vite. Même des collègues qui finalement sont là depuis 5 ans, 10 ans, bah, en fait, sont confrontés à des difficultés, alors peut-être pas même que moi, ou les abordent peut-être pas de la même façon. Moi, je me dis mince, parce que voilà, comme on n'a pas, au début, on n'a pas l'entièreté, on n'a pas toutes les pièces du puzzle, donc c'est un peu difficile. On se dit, est-ce que cette chose-là est très importante? Donc voilà, d'où l'importance d'avoir une organisation ouverte avec des gens, une communication facile et puis assez horizontale, parce que bon, bah, du coup, vous allez taper aux portes et puis vous obtenez vos informations, quoi. Donc ça se passe un petit peu comme ça. Moi, c'est une acculturation qui se fait progressivement, mais je dis pas que c'est simple. Ça génère aussi du stress, parce que, mais après, j'ai envie de dire, si j'étais entrée dans une autre organisation, probablement aussi que pour les thématiques ou pour les procédures, j'aurais dû m'adapter. Donc à partir du moment où on change de domaine, où on change de métier ou d'expertise, forcément, on se retrouve confronté à ça. Donc il faut voilà, pas hésiter à poser ces questions et se dire que c'est normal, et que si on vous a sélectionné, c'est que vous aviez une originalité. En fait, aujourd'hui, on cherche des gens, une originalité. Tout le monde a beaucoup de diplômes. Voilà, et moi, par exemple, j'ai pas été recrutée forcément parce que j'avais niveau thèse. Ils savaient pas, c'était pas dans l'offre de poste, en fait, le prérequis. C'est plutôt ce qu'ils voulaient, parce qu'ils avaient des attentes en termes de synthèse, de méthodologie, etc. Mais voilà, mais ils recrutent plutôt un profil, une façon d'être, d'aborder les choses. Merci. Bakary, très rapidement pour la question sur l'OCDE, et ensuite on peut faire une dernière question. Donc, du coup, en fait, effectivement, d'abord en termes de pallier au manque de compétences, en fait, c'est le rôle de l'équipe là-bas. C'est-à-dire, il faut juste être prêt à tout apprendre, et l'équipe te forme, tout simplement. En 6 mois, tu deviens de zéro à l'expert du domaine. Ça, je peux vous le garantir, et ça ne s'est pas démenti. Et de l'autre côté, effectivement, cette originalité, là, tout comme par exemple quand Florian a raconté la petite anecdote, on a tous plus ou moins été comme ça, parce qu'en fait, on s'est dit, oui, moi, j'ai aucune chance là, parce que c'est pas, voilà, donc, mais en gros, et ça rejoint comment faire les lettres de motivation. C'est en fait les détails, et certains détails, on les oublie. Par exemple, le fait de savoir parler une autre langue qui est complètement différente, ou bien d'avoir fait plusieurs pays, même voilà, en visite, en vacances, etc. Et donc, ça, c'est ce qu'on cherche, en fait. Là, le plus souvent, qui fait la différence. Et là, on s'est dit, ah non, lui, il n'a jamais travaillé sur l'infrastructure, mais c'est lui que je veux. C'est juste ça. Et tous ceux qui sont balèzes dans les domaines de l'infrastructure, on les met de côté. Et lui, il est complètement nouveau, il n'a jamais travaillé sur l'infrastructure, mais il a ça et ça et ça et ça. On les récupère. Et là, voilà, c'est ça, en fait, en gros, que ça se passe. Par exemple, je viens de recruter quelqu'un qui finit sa thèse là, et il va soutenir dans quelques mois. J'avais besoin de quelqu'un justement sur l'infrastructure. Il y avait plein de gens qui étaient spécialistes du domaine. Lui, il est spécialiste du développement. Et il a un peu, bon, il est de la région Afrique, et il a un peu aussi travaillé sur différents sujets. Par exemple, il a travaillé sur sa thèse, c'est sur les entreprises d'exportation. Ça n'a rien à voir avec l'infrastructure. Mais voilà, c'est lui que je voulais, parce qu'en fait,